puis, donc, au fur et à mesure du savoir, nous avons modifié les choses. Et comme je vous l'ai dit, on a proposé tout de suite une proposition d'essai thérapeutique qui imitait ce qui avait été fait en Chine, avec des posologies avec lesquelles on est familier d'hydroxychloroquine, et un essai thérapeutique qui a toujours été avec un seul bras, donc qui a été validé par le CPP à l'époque. On a rajouté, parce que ça fait partie de la pratique clinique de l'azithromycine, dont on savait par ailleurs que c'était un antiviral sur des virus ARN, et on a eu la surprise de voir que les charges virales diminuaient à une vitesse absolument spectaculaire. Donc on a dit, mais voilà, on a prévenu, mais tout de suite, on a toujours tenu au courant le ministère, et on a voulu faire un essai thérapeutique en disant, écoutez, cette azithromycine, c'est tellement impressionnant qu'on veut faire un groupe hydroxychloroquine, un groupe hydroxychloroquine-azithromycine. Et là, dans le CPP, on est tombé sur un méthodologiste qui voulait qu'on reparte à zéro et qu'on fasse un groupe de placebo, ce que moi, je ne pouvais pas faire parce que je considérais que ce n'était pas éthique. Donc, je ne voulais pas le faire. Et donc, on a dit, écoutez, on va faire ce que le soin courant et l'état de la connaissance nous permet de dire, c'est ce qu'on venait de publier, et donc c'est ce qu'on a fait. Je me méfie, peut-être parce que le temps a passé, je me méfie beaucoup de toutes les modes. Donc, je ne suis pas très sensible non plus à ça. Les modes méthodologiques, ce sont des modes méthodologiques. Je vais vous donner un exemple. Je vous l'ai donné parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous donne les documents sur lesquels on travaille. Vous voyez, ce document, je l'ai transmis. C'est le Cochrane Library. Ils sont spécialisés depuis peut-être 25 ans pour analyser toutes les publications et toutes les recommandations. D'accord ? Et comme maintenant, les recommandations depuis qu'a été développé quelque chose qui s'appelle la médecine basée sur les évidences, c'est de dire, écoutez, il faut avoir un essai ou 2 essais randomisés. Donc là-dessus, ils ont étudié, et eux, c'est les rois de cette analyse-là. Eux, ils ont analysé 250 méta-analyses, c'est-à-dire des analyses qui ont regroupé plusieurs analyses, donc plus de 4000 analyses, pour regarder s'il y avait une différence de résultats et de qualité entre les études randomisées et les études observationnelles. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence. D'accord ? Donc, le fait que les études randomisées soient l'alpha et l'oméga de la prise en charge thérapeutique, c'est juste pas vrai. Quant aux recommandations, là aussi, parce qu'au bout d'un moment, moi, c'est des choses qui, pour moi, allaient de soi, mais s'il faut que je les explique, je les explique. Moi, j'ai regardé les recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses. Je vous ai donné la référence, avec quelqu'un qui a fait une fois cette analyse en disant combien de recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses sont basées sur au moins une étude randomisée. Il y a 18%. Donc il y a 82% des recommandations thérapeutiques en maladies infectieuses aux États-Unis pour lesquelles il y a 0 étude randomisée. D'accord ? Donc il faut être un peu plus paisible avec ça avant de dire, vous savez, c'est la règle, c'est comme ça, sinon on vous tue et c'est nous qui savons. C'est de l'idéologie, c'est une des raisons sur lesquelles je ne veux pas discuter de ça sur le plan idéologique. Je l'ai fait déjà, j'avais fait un jeudi de l'IHU qui est online, où j'avais invité Mme Costagliola pour parler des méthodes. Nous n'étions pas d'accord, parce que sur le plan idéologique, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, nous ne sommes pas d'accord non plus, j'ai essayé de l'exprimer, comme médecin, moi je ne veux pas faire ça. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à un malade, écoutez, je vais vous donner un truc, je ne sais pas s'il y a un traitement ou pas dedans et je vais vous tirer au sort. Je ne sais pas le faire. Je n'ai jamais su le faire et je ne le ferai pas. Et les malades qui acceptent, je vous assure que, soit ils n'ont pas compris, soit la plupart refusent. Parce qu'on n'est pas là pour ça. D'accord ? Et donc, il y a une vraie question qui est, est-ce qu'on devient maniaque d'une méthode, si vous voulez, qui manifestement n'est pas réellement pratiquée très fréquemment par des praticiens, d'accord ? Ou est-ce qu'on est dans le contrat millénaire que nous avons de « je vais faire du mieux que je peux avec ce que je sais ou ce que je crois savoir à ce moment-là pour vous spécifiquement ». Voilà. Et donc, il y a une vraie question, et on a vu, pour revenir sur votre question précisément pour les CPP, une dérive qui s'est faite. Au début, les CPP, c'était fait pour ça. C'était fait pour, attendez, vous n'allez pas faire de l'expérience avec n'importe quoi. Donc, il faut qu'il y ait des sages qui regardent, et donc, on avait prévu des compositions de CPP, je ne sais pas si je me rappelle, c'est ancien, je m'excuse, mais moi, je les ai vus naître. Dedans, il était prévu qu'il y ait des gens de sagesse dedans. Donc, il fallait qu'il y ait un prêtre, un pasteur, un rabbin, des gens qui aient la sagesse et le recul pour dire, écoutez, il faut faire attention, est-ce que c'est nécessaire ? Moi, je peux vous dire, j'ai créé dans ce pays le premier comité d'éthique animale en France. D'accord ? C'est vrai qu'on a eu des problèmes terribles à la faculté de médecine, j'étais en charge de la recherche, je vous parle de 1989.
Et on a fait un comité d'éthique pour dire, écoutez, est-ce que ce truc est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est d'abord les conditions de vie? Et puis deuxièmement, est-ce que ce n'est pas totalement inutile? Donc les CPP, c'est à ça que ça sert. Les CPP, ça sert et dans notre comité d'éthique animale, d'ailleurs, on avait interdit les essais sur les chiens, les chats et les singes, ce qui simplifiait les rapports avec la population environnante. Ouais. Il y avait les rongeurs. Donc il y a une vraie question, c'est les CPP, c'est pas fait. Il y a une prise de pouvoir par les méthodologistes, c'est pas fait pour valider la méthodologie, c'est pour savoir si c'est moral. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on a le droit de faire ça dans cette situation-là? Voilà. Et donc cette dérive-là de oui, on a le droit de faire ça dans cette situation-là, vous avez le droit de faire de l'expérimentation dans cette situation-là, est devenue une dérive administrativo-méthodologique qui n'a plus rien à voir avec la raison pour laquelle ça a été créé. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il faut s'emparer, j'espère, enfin moi je pense que le législateur doit s'emparer de cette question, de cette réflexion sur l'expérimentation humaine, en sachant, écoutez, là, l'histoire de nous faire avoir un CPP pour faire un écouvillon pharyngé, je pense que c'est du délire, vous voyez, je pense que ce n'est pas sérieux. Et je pense que, en revanche, de faire des essais, moi j'ai une grande folie contre les essais de non-infériorité. Un essai de non-infériorité, c'est de dire aux gens, je ne sais pas qui on peut faire accepter, de dire à un genre, on va tester un médicament pour savoir s'il est aussi bon que le traitement de référence. Mais qui c'est qui peut faire ça? Quelle est la personne qui va accepter une chose pareille? Ça, il y a une dizaine d'essais de non-infériorité qui sont faits. Tous les nouveaux médicaments, ils sont faits avec des essais de non-infériorité. Parce qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas vrai, on n'arrive pas à le démontrer. Donc, si vous voulez, il y a une vraie réflexion de fond à avoir, morale, je pense, qui est aussi un des éléments probablement qui a fait jaillir un tel conflit. Voilà. C'était votre deuxième question. Si, voilà, je crois que vous avez répondu.